Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire, la confiance comme facteur clé de la performance des équipes. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui avec Robert, comme d'habitude. C'est notre 9e webinaire sur le campus. Donc, on remercie à tous ceux qui sont fidèles, que l'on retrouve à chaque conférence. C'est avec grand plaisir. Et on souhaite la bienvenue, bien évidemment, aux nouveaux participants. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder la notion de confiance comme facteur clé de la performance. Avant cela, vers Robert, nous allons nous présenter, mais j'aurais voulu savoir si vous nous entendez bien tous. Est-ce que vous pouvez noter dans votre chat en bas à droite de l'écran, avec un pouce ou juste OK, si tout marche au niveau technique? Vous nous voyez, vous nous entendez, vous voyez les slides qui sont diffusés? Super, merci, bonjour à tous, bonjour Edson, on voit des noms qu'on connaît bien. Anne, bonjour. Bonjour à tous, merci d'être présents avec nous aujourd'hui. Robert, bonjour à toi surtout. Oui. Bonjour à chacun, à chacune. Bonjour. Merci. On va rapidement se présenter avec Robert, même si ceux qui nous suivent ont déjà vu la présentation plusieurs fois, mais on va faire rapide. Donc moi, je suis Nadège Rouanet, je suis psychologue du travail de formation. J'ai été formée avec ComProfiles au coaching professionnel et en tant que formatrice en agilité comportementale. J'ai travaillé pendant 18 ans dans un grand groupe comme responsable carrière. J'ai pu accompagner les équipes donc dans leur montée en compétences et j'ai pu constater en fait que la confiance, c'était vraiment un facteur clé dans la réussite de nos équipes et qu'une équipe, si elle n'est pas cohésive, elle ne pourra pas être performante de façon optimale. Et c'est pour ça, avec Robert aussi, qu'on a choisi ce thème aujourd'hui. Robert, je te laisse te présenter à ton tour. Oui, bon, moi j'ai fait une carrière de professeur d'université et je mène une école de formateurs de spécialistes, disons, indépendants, de l'accompagnement du changement, des changements individuels et collectifs. Donc où on forme à la formation à l'agilité comportementale, au coaching et en fait comme consultant en changement. Personnellement, mes spécialités sont là, hein, de carrière, donc c'est ce que je fais dans des comités de direction, soit de travailler avec, pour la cohésion et l'efficacité d'équipes de direction, soit pour, mener la mise en œuvre du changement. Pour commencer, avant de vous présenter vous et de nous faire part de vos problématiques, on va vous faire un petit sondage, comme d'habitude. Donc là, cette fois-ci, notre sondage, on aimerait savoir qu'est-ce qui freine le plus votre confiance envers une personne. Donc on a mis 8 items. Essayez de nous en donner 3, si vous le pouvez, au sein du chat, ce qui vous semble le plus pertinent, selon vous, comme réponse. Donc lorsque la personne est totalement centrée sur elle-même, lorsqu'elle ne montre aucune faiblesse, aucune vulnérabilité, lorsqu'elle ne respecte pas ses engagements, lorsqu'elle manque de sens éthique et qu'elle ne respecte pas des valeurs qui sont importantes pour vous, lorsqu'elle n'est pas engagée ni fidèle dans la relation, lorsqu'elle n'est pas transparente et qu'elle semble cacher des informations importantes, lorsqu'elle présente des changements fréquents ou incohérents dans ses comportements, et enfin son manque de loyauté. Donc, si vous pouvez nous marquer dans le chat, en bas à droite de votre écran, quelle réponse pour vous vous semble la plus pertinente ou les 3 réponses qui vous semblent les plus pertinentes dans la confiance que vous avez envers une autre personne. On attend vos retours pour pouvoir échanger avec Robert. 1, 3, 8. Donc, centrée sur elle-même, ne respecte pas ses engagements et le manque de loyauté. 1, 3, 5. On a du 4-4-6. Je ne sais pas si c'est au foot. Non, 4-4-6, c'est pas, ça fait trop de personnes. 4-4-2, c'est 4-4-2, c'est 4-4-2, au foot, c'est ouais. ça. On a du 1-3-6. Le 1 et le 3 reviennent énormément hein, dans vos réponses. 1-5-8, pas engagé ni fidèle dans la relation. 3-5-8, 1-4-6 aussi. Donc, on a un peu de tout. Hein. Donc, c'est vrai, Robert, tu vas peut-être étayer, mais c'est vrai que dès qu'une des variables n'est pas présente dans la relation, ben, la confiance, elle est difficile. Oui, oui, on va le voir quand on va prendre des exemples, c'est que, il y a un certain nombre de facteurs qui rentrent en ligne de compte pour, construire la confiance, la maintenir, l'équiper et que quelquefois, il suffit d'un élément pour que les gens perdent, qui n'est pas au rendez-vous et pour que les interlocuteurs perdent confiance. Ça, on va le voir ensuite, et en donnant des exemples, ça va être intéressant.
Bon, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont répondu 1, c'est-à-dire que Oui. et on peut dire que tout part de là, c'est-à-dire que pour arriver, pour donner le sentiment de la confiance à quelqu'un d'autre, bon, si on est complètement centré sur soi-même, l'interlocuteur se dit qu'il ne compte pas et que l'autre va simplement faire des choses par rapport à ses propres besoins, ses propres intérêts, sa propre stratégie. Et donc, ça met en cause beaucoup de choses d'emblée, hein. C'est-à-dire que la confiance, c'est une projection dans l'avenir et on se dit, si cette personne est complètement centrée sur elle-même, Mm. à un moment ou à un autre, elle va faire des choses qui vont être à son propre profit et peut-être aux dépens d'autres personnes, peut-être de moi. Donc, Oui. c'est important. Le 4, c'est le respect des valeurs. Quelquefois, ça intervient comme un couperet si on voit que les gens n'ont pas de sens éthique ou de déontologie de leur profession ou de choses de ce genre, et que des valeurs qui sont importantes pour nous sont bafouées. À ce moment-là, c'est un coup d'arrêt. C'est-à-dire que ça devient plus important que tout pour certains d'entre nous. Et on se dit que c'est comme si on arrêtait tout le reste, quoi, hein. Bon, évidemment, la loyauté, bon, c'est certain que si les gens ne sont pas loyaux, là encore, c'est comment bâtir la confiance avec des gens qui ne sont pas loyaux, puisque, en fait, la loyauté, c'est une composante de la confiance, hein, ou des facteurs générateurs de la confiance, hein. Mm, mm. Donc là, bon, c'est tout ça, toutes ces réponses sont intéressantes. On voit que, par exemple, même si c'est pas cité en priorité, mais cité quand même un certain nombre de fois, le manque de transparence ou le fait que la personne semble cacher des informations importantes. On le sait, quand il n'y a pas les informations, en fait, on remplace ces informations par des interprétations ou par des hypothèses. Et en général, les hypothèses sont défavorables, sont négatives que l'on élabore. Bon, ça, tout le monde le sait, mais on sent bien que ça va avoir une influence très forte pour la confiance parce que ça établit un doute puisqu'on n'a pas l'information. Et le doute ne va pas être en faveur de la personne qui ne donne pas l'information. Oui, ça crée du flou dans la Ouais, relation. ouais. Mhm. On peut Allez, on va continuer. continuer peut-être avec vous maintenant. Est-ce que vous pouvez nous indiquer sur le chat quelle est votre fonction? Quelle est votre problématique numéro 1 en matière de confiance à l'heure actuelle? Et surtout, à quelle échéance vous souhaiteriez la régler? Donc, si vous pouvez nous l'indiquer dans le chat, au moins Robert va pouvoir vous faire des retours directement par rapport à vos problématiques. Et derrière, nous vous ferons des illustrations de situations qu'il a pu rencontrer récemment. Donc, votre fonction, votre problématique en termes de confiance et l'échéance que vous vous donnez à plus ou moins court terme pour, pour régler cette problématique. On attend vos retours dans le chat. Prenez le temps d'écrire, bien évidemment. La confiance, c'est un sujet qui vous a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, quand on a publié notre article aussi. On se rend compte que ça touche tout le monde, que ça soit dans la vie privée, dans la sphère professionnelle, que ça peut être un facilitateur, mais un bloquant aussi, un point bloquant quand elle n'est pas là. Bonjour, donc sophrologue, la confiance en vous et régler ça le plus rapidement possible. On a ensuite un directeur technique qui doute sur la compétence de N-1 et donc c'est un problème à régler à 3 mois. Sabrina qui est en reconversion professionnelle, qui cherche une alternance dans les mois à venir. Muriel Richard, consultante DRH, difficulté sur un homologue, donc le plus rapidement possible. Est-ce que déjà par rapport à ça, Robert, tu as des... Alors, bon, je réagirais surtout à la confiance par rapport à d'autres. Il peut y avoir évidemment qu'on peut manquer de confiance en soi, hein, et que ça va jouer un rôle très important. Et ça va mettre du doute pour les autres, hein. Si jamais Mhm. on montre un manque de confiance en soi, bon, parce que le manque de confiance en soi, très rapidement, dans la tête des gens, est, bon, disons, connecté ou en correspondance avec les compétences supposées de la personne. Si la personne semble avoir
un problème de confiance en soi, c'est peut-être qu'elle n'est pas sûre de ses compétences. Comment peut-on avoir confiance en ses compétences si elle montre elle-même un doute par rapport à ses compétences? Donc ça, c'est certain. Maintenant, si on se centre sur la confiance qu'on peut avoir vis-à-vis d'autres personnes, si on prend le dernier, confiance en recherche, confiance aux recruteurs, mais soi-même, est-ce qu'on a confiance dans les recruteurs? Bon, là, souvent, on est en situation d'être démuni par rapport à ça. Est-ce que les recruteurs vont refléter qui je suis, mes qualités et tout ça? Bon, on ne sait pas. Alors, je vois Gilles, le directeur marketing, pas de souci en particulier, mais veut promouvoir la confiance comme étant la valeur ciment de la coopération dans le monde professionnel. Oui, je pense que la confiance, c'est plus qu'une valeur ciment. C'est certain que ça l'est. C'est un élément de la marque. Vous savez, regardez ce que donnent les marques. Pourquoi on fait confiance? Pourquoi on achète plutôt des marques? Vous verrez que, à la fois, c'est quelque chose qui va être que l'on peut montrer à l'extérieur. Mais ça peut jouer encore plus pour les adolescents que pour les adultes. Mais pour les adultes, en fait, la marque, la confiance, c'est un élément de promotion de la marque ou d'un élément d'identification de la marque. On sait que si on achète cette marque, le produit va avoir telle et telle qualité, telle et telle durabilité, tel ou tel style distinctif, etc., etc. Donc, la confiance, à mon avis, est un élément d'identification de la marque, de l'image de marque de l'entreprise qui commercialise les produits. Donc ça, c'est très important en marketing, je pense que c'est majeur. Hein, et c'est ce qui fait que les grandes marques, au-delà de leur qualité, eh bien, ont une attractivité sur les gens beaucoup plus forte que des produits qui seraient les mêmes, mais qui n'auraient pas de marque. Hein. Oui. On a Patrick aussi qui indique qu'il accompagne des dirigeants qui ne sont pas toujours vecteurs de beaucoup de confiance pour impulser les transformations collectives. Bon, là, on va donner un exemple par rapport à ça. Il faut travailler avec eux. Et je pense que le consultant, parce que je pense que Patrick doit être consultant. Il est coach, apparemment, oui. Hein, il faut travailler avec le dirigeant et lui montrer les conséquences que ça a. C'est-à-dire que souvent, les dirigeants ne sont pas conscients de ça. Ils pensent que ne faisant pas confiance, ils vont être rigoureux, exigeants, et ils vont tirer le meilleur des autres. Mais en fait, ils ne s'aperçoivent pas que, en fait, en faisant ça, ils coupent les jambes de leurs collaborateurs et que, en fait, au lieu d'obtenir le meilleur des autres, ils n'obtiennent pas, ils obtiennent l'inverse. C'est très rare qu'on obtienne le meilleur de quelqu'un à travers la peur. Or, la méfiance génère de la crainte et de la peur chez les gens. Donc ça, il faut arriver à partir de manière très concrète, très précise, pas théorique et conceptuelle, là, comme je le dis en envoyant des mots, là, sur ça, mais de manière très, 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 très précise, pratique, qu'est-ce que ça génère chez les autres. Je pense qu'on aura un exemple qui reviendra là-dessus. Donc, Patrick, on pourra en reparler tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre point la confiance n'est-il pas une forme d'optimisme? C'est un état d'esprit. Oui, on va voir que la confiance, c'est un pari sur l'avenir. La confiance, ce n'est pas un fait du présent. La confiance, c'est une projection dans l'avenir. Et c'est évidemment que c'est une projection optimiste. Et très souvent, la confiance, ça concerne non seulement l'autre, mais ça concerne nous-mêmes. Ça concerne l'interaction entre nous et l'autre. C'est-à-dire qu'on va être capable de constituer quelque chose de solide, de stable, et puis qui va en s'améliorant avec l'autre. Donc, on sent bien que c'est un pari parce qu'on a plein d'éléments qu'on ne connaît pas. Alors évidemment, on va y venir là maintenant, mais il y a des éléments que l'on connaît et qui vont nous dire qu'on va être capable d'eux ou qu'on peut faire confiance en l'autre et que ça va renforcer notre confiance personnelle de constituer quelque chose de stable, durable, solide et productif avec l'autre. Mais c'est toujours un pari, la confiance.
Alors peut-être qu'on peut aller vers On les va commencer peut-être par éléments la qui constituent la définition. confiance. Commençons Et par sinon, déjà peut-être la définition pour commencer, après on va aller sur nos piliers de la oui, se confiance. Non, donner à lire la oui, définition parce que, oui. je veux dire, on voit bien ce qui est là et ce qui est sorti déjà du sondage, hein. Tout à fait. On va Donc, retrouver les notions de fiabilité oui. qui ont trait aux compétences, à l'expérience de quelqu'un, l'intégrité, c'est-à-dire les valeurs morales et le fait de mettre en accord ses paroles et ses actes. Et l'honnêteté, c'est-à-dire qui rentrent dans l'intégrité et qui vont constituer la crédibilité. Il n'y a pas que ces facteurs-là, on va le voir. Peut-être on passe au slide Oui, suivant. tout à fait. Parce Donc, les que, piliers en de fait, la il y a des confiance. éléments qui sont essentiellement relationnels dans la confiance. Alors, en ce qui concerne les premiers, on voit que c'est quelque chose qui vient naturellement. C'est-à-dire que la crédibilité de quelqu'un ou d'une entreprise, ou d'une institution, d'une équipe, évidemment, en fonction de l'expérience, de la réputation des gens, on va leur accorder une crédibilité ou pas. Bon, ça, c'est le premier point. Cette crédibilité va être renforcée si les gens délivrent ce qu'ils ont promis de délivrer, c'est-à-dire si les résultats, et notamment les résultats auxquels ils se sont engagés, sont à l'unisson, en fait, du contrat moral qu'il y a, ou du contrat même légal qui a été constitué, qui a été créé, entre les parties. Et donc, ça va encore plus loin que les compétences. C'est quelque chose qui va renforcer la crédibilité des compétences, puisque la personne délivre des résultats. C'est bon, très souvent, on rencontre ça par rapport disons, à l'évolution de carrière des gens. Il y a des gens qui sont très, très, très bons. On dirait, Robert, que tu as des problèmes de micro et où je pense que tu captes pas. Est-ce que vous aussi, vous ne voyez pas Robert sur l'écran? On a un Robert figé sur l'écran. Est-ce que vous pouvez me dire si vous le voyez ou si vous ne le voyez pas bouger? C'est ça, des coupures. Ah, on a perdu Robert. On est Non. en train de OK. retrouver. Est-ce que Ah, vous ça me y est, voyez, vous c'est m'entendez? connecté. Parfait. Oui, Ouais. ça s'était Est-ce coupé. que, alors, Tu parlais des évolutions de carrière. oui, l'évolution de carrière, il y a des gens qui sont très doués, très, 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 très bons, qui ont plein de potentiel, que ce soit en intelligence ou technique ou, en fait, d'intelligence stratégique aussi, mais en fait qui procrastinent, par exemple, ou qui ne délivrent pas dans les temps entendus. En fait, ces personnes-là, au-delà de leur qualité, Mmh. créer les conditions de casser la confiance qu'on a en eux. Ça joue énormément dans les enquêtes qu'on a faites, ça joue énormément dans les promotions. On se dit que cette personne, elle est formidable, elle est brillante, elle est charmante, elle a plein de qualités, mais elle n'est pas fiable, au point de vue de ce qu'elle va délivrer comme travail, alors là, c'est beaucoup plus difficile. Alors, l'intégrité, je passe à l'intégrité pour la crédibilité, c'est un facteur très important. Ça engage évidemment l'honnêteté, le sens éthique, le respect des valeurs de la personne, mais disons que l'intégrité, c'est aussi, est-ce qu'une personne va faire ce qu'elle dit et est-ce qu'elle dit ce qu'elle fait? Est-ce qu'il y a une cohérence entre les actes et les paroles? Et bon, donc, entre ce point-là et puis ensuite le respect de certaines valeurs qui sont et en fait la démonstration d'une éthique personnelle, c'est ce qu'on met derrière l'intégrité. Alors si on passe aux éléments relationnels, il y a un concept qui est vraiment très très en rapport avec l'intégrité, c'est le concept de loyauté. Et en fait, la loyauté, c'est un engagement, mais c'est un engagement, c'est les liens, c'est ce qu'a représente les liens émotionnels avec d'autres personnes. Et ces liens émotionnels, s'ils sont forts, évidemment, ils aboutissent à une stabilité de la relation. Donc, on a la loyauté crée un sentiment de sécurité, parce que la personne est à la fois engagée émotionnellement et dans la relation, et fidèle dans la relation. Si quelqu'un apparaît déloyal,
Bon, à ce moment-là, ben, vous vous dites qu'à un moment donné, cette personne pourrait rompre les engagements, donc vous ne pouvez pas lui faire confiance. Hein. Et alors, quelquefois, il y a des éléments qui sont contradictoires entre la loyauté et l'intégrité. L'intégrité, c'est le respect des valeurs des codes déontologiques, de l'éthique, de l'accord entre les actes et les paroles. La loyauté, c'est l'attachement émotionnel. Et quelquefois, on a des dilemmes parce qu'on se dit, bon, attends, émotionnellement, je suis très lié à cette personne, je suis très attaché, il peut y avoir des liens d'amitié, familiaux ou quoi que ce soit, mais en fait, la personne n'apparaît pas complètement intègre et on s'aperçoit que c'est en contradiction, en antagonisme. Et si ça va de pair, ça fonde la confiance, c'est certain, et on va le voir. Hein. Alors après, il y a des éléments qui sont encore plus relationnels, mais qui jouent un rôle primordial. Le premier, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était le critère qui sortait le plus, l'ouverture à l'autre, le fait qu'on ne soit pas centré sur soi-même, mais que notre vision du monde soit orientée justement vers l'extérieur et qu'on se soit centré sur l'autre et qu'on accorde la priorité à l'autre dans la relation. Ça, c'est un facteur énorme de confiance parce que la personne sent bien qu'on est centré sur elle et qu'on attache énormément d'importance à prendre en compte, à comprendre ses besoins, ses difficultés, ses objectifs, et qu'on prend ça en compte dans la relation avec elle. Alors ça joue un rôle énorme, et quand on a ça, évidemment, ça va agir sur d'autres aspects qui sont corrélés à la confiance qu'on verra plus tard. On est d'accord qu'on est en plein cœur de l'agilité comportementale, là, avec la... Oui, c'est tous les éléments qu'on travaille en agilité comportementale. La bienveillance et l'altruisme aussi, c'est que ça crée, toujours sur le plan émotionnel, ça crée un environnement sûr, au plan émotionnel. Et en sachant que quelqu'un fait quelque chose avec une intention bienveillante vis-à-vis de nous, ou en fait va nous donner quelque chose sans rien attendre en retour. Donc c'est donc que le bénéfice personnel de la personne n'est pas engagé, mais c'est le don qui est engagé. Alors ça, c'est vraiment un facteur énorme de confiance. Et on voit bien qu'il y a les éléments qui sont sur des faits. Tout ce qui est crédibilité, c'est les faits qu'on peut observer. La croissance relationnelle, c'est tout ce qui est émotionnel et psychologique, le rapport émotionnel et psychologique à l'autre, qui nous dit que est-ce que je peux faire confiance en cette personne ou pas. Alors, l'actualité nous a fait un clin d'œil, puisque on était en train de réfléchir sur cette conférence sur la confiance. Et en fait, vous avez dû suivre, on est tous familiers maintenant avec ChatGPT et GPT. Et en fait, le créateur, c'est un jeune américain qui a créé ça et qui est le patron d'Open AI, c'est-à-dire d'Open Artificial Intelligence. En fait, Sam Altman, tout d'un coup, à la surprise de tout le monde, a été viré de son poste par le conseil d'administration. Vous avez dû suivre ça, et c'était assez intéressant de voir pourquoi il a été viré. Et en fait, les gens ont dit, en fait, ils ont mis deux éléments en avant. Son intégrité, parce qu'ils disent, Sam Altman nous alerte depuis des années sur les risques d'un développement non maîtrisé, non régulé de l'intelligence émotionnelle et de l'intelligence artificielle. Et en fait, il l'a souvent présenté en disant que c'était incomparablement plus puissant et dangereux que, par exemple, les bombes nucléaires. Et puis, tout d'un coup, il lance, sans nous informer, des tas de projets, trop vite, trop risqués. Comment on peut lui faire confiance? Et est-ce que véritablement cette personne est intègre alors qu'elle a, entre ses discours et ses actes, il y a pour le moins des ambiguïtés. Alors, et de l'autre truc qui a été mis en avant, l'autre facteur qui a été mis en avant, c'était sa loyauté. En fait, Sam Altman, qui n'est pas actionnaire de OpenAI, en fait, investit à titre personnel dans des tas de startups. Et il a mis de l'argent dans des tas de startups. Ah, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Est-ce qu'il est engagé durablement avec OpenAI, avec l'entreprise? Est-ce qu'il est véritablement, il a un sentiment corporate et une fidélité
à la marque et à l'entreprise très importante, ou alors il est en train de préparer son futur personnel. Et donc, les deux éléments ont été mis en avant pour justement justifier le fait qu'on les démissionnait, qu'on les virait de l'entreprise. Hein. Alors, bien sûr, nous ne sommes pas naïfs, on sait qu'il y a derrière des affaires d'argent, puis derrière, il y a un débat idéologique entre les accélérationnistes, ceux qui veulent aller de plus en plus vite dans l'intelligence artificielle, bon, et puis ceux qui sont les décélérationnistes, ceux qui veulent aller plus lentement, maîtriser les choses, analyser les dangers potentiels, etc. etc. Mais le premier point était très intéressant. Ce qui s'est passé immédiatement était encore plus intéressant pour notre sujet, parce que immédiatement, il y a des membres du board qui étaient minoritaires qui ont démissionné, et puis des salariés, des collaborateurs, qui étaient des collaborateurs importants, qui ont démissionné. Au même moment, Microsoft, qui est le principal pourvoyeur de fonds de OpenAI, a dit « Ok, on engage Sam Altman ». Et puis, les gens ont dit il y a un sondage qui a été fait, il y a 770 personnes qui travaillent dans l'entreprise, 700 ont dit on veut le retour de Sam Altman et on ne fait plus confiance dans le board. Vous voyez, c'est-à-dire ce balancier incroyable entre ce gars qui est viré parce qu'on ne lui fait plus confiance alors que c'est un petit génie, disons, de l'intelligence artificielle et qu'il a fait plein de choses. ChatGPT, c'est le truc le plus célèbre et la croissance la plus extraordinaire à l'heure actuelle. Et en même temps, la réaction à la fois de certains financeurs, bailleurs de fonds et des collaborateurs qui disent « Mais non, nous, on fait confiance en Sam Altman, on ne fait pas confiance dans les trucs. » Et en fait, tout le truc, je veux dire, au-delà des débats idéologiques ou d'autres choses qu'on ne connaît pas, mais qui jouent certainement un rôle important, tout s'est passé sur des questions de confiance. Et si vous regardez bien, vous regardez, si par exemple on repasse le slide qui précédait, c'est-à-dire qui donnait les facteurs générateurs de confiance, au départ, intégrité, loyauté, on ne lui fait pas confiance. Et puis ensuite, les autres ont dit résultat, compétence, il est inégalable, c'est le petit génie du truc et il a montré ces éléments-là. Au contraire, on lui fait énormément confiance. Après, au niveau relationnel, personnellement, je n'ai pas d'informations pour dire qu'est-ce qui s'est passé au niveau relationnel. Si vous en avez, vous me les enverrez par mail, ça m'intéressera beaucoup. Mais bon, vous voyez que, en fait, selon comment on interprète, il y a des ressorts de la confiance qui sont différents et on peut arriver justement à des éléments contraires, enfin des conclusions contraires, hein, comme très souvent dans la réalité. Alors, peut-être qu'on continue. On va passer maintenant, tout à fait, de la confiance à la coopération en illustrant avec un directeur général que tu as accompagné récemment. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des questions d'ailleurs dans le chat qui ressemblent en fait à l'exemple que je vais vous narrer là, en fait, maintenant. Et en fait, le travail avec un directeur général qui a un niveau d'exigence extrêmement élevé, bon, très compétent, très travailleur, etc., etc. Et en fait, très critique par rapport à ses collaborateurs. Disons qu'on est dans une entreprise multinationale, donc les gens qui sont dans son codir sont des gens qui commandent, qui ont la responsabilité de plusieurs milliers de personnes pour la plupart d'entre eux. Donc, c'est des gens qui, normalement, ont suscité la confiance des autres personnes pour faire une telle carrière et arriver à des postes de responsabilité de ce genre. Et en fait, le DG m'a dit, mais moi, je ne leur fais pas confiance, en fait. Parce que, il s'avère qu'il délègue peu, et il est adepte du micromanagement, etc., etc. Et puis, dans le rapport, dans le dialogue avec lui, ce qui est apparu, c'est que il passe un temps important à revoir absolument toutes les présentations qui vont vers l'extérieur. Et il les corrige, les restructure, sabre certains paragraphes, réécrit totalement d'autres paragraphes, etc., etc. Bon, et il me dit, bon, c'est incroyable que des gens comme ça ne fassent pas des présentations de bon niveau. Alors bon, je vais interroger le DG, et je lui dis, bon, j'imagine que c'est très important pour vous, que les présentations qui peuvent sortir de votre
CODIR soient, au point de vue tactique et au point de vue stratégique, complètement alignés les unes avec les autres et alignés avec votre stratégie. Je comprends ça très très bien. Maintenant, regardons le processus relationnel qui est en train de se jouer. Mettez-vous à la place d'un de vos directeurs. Ah, il me dit, je n'aimerais pas du tout être à la place d'un de mes directeurs. Ah, je dis, bon, très bien. Bon, donc, les gens ne sont pas très contents d'être là. Non, mais ils n'ont qu'à faire du bon travail. Ah, je dis, bon, c'est certain qu'ils doivent faire du bon travail. Mais finalement, de toute manière, est-ce qu'il y a des présentations que vous ne corrigez pas? Non, je les corrige toutes parce qu'elles ne sont pas bonnes. Et, ah bon, d'accord. Alors moi, je vais vous dire, je me mets comme directeur, je ne vais pas m'appliquer à finaliser ma présentation, puisque de toute Ça peut manière, elle être va être utilisant, revue, oui. restructurée, sabrée et complétée par mon patron. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous donner des drafts qui sont bon, et dont vous allez faire bon usage et vous allez faire un papier. Ce qui fait que, un, les gens ne progressent pas, deux, ils sont dévalorisés, trois, eh ben, ils vous donnent un travail qui n'est pas achevé. Donc, en faisant ça avec la méfiance que vous affichez et les actes qui vont avec, vous créez en fait les conditions pour être dans un cercle vicieux. C'est-à-dire que les gens ne vont pas progresser, ne vont pas vous donner des trucs qui sont meilleurs en meilleurs. Au contraire, ils savent qu'ils ne vont pas perdre de temps à quelque chose qui va être transformé. Donc, et en fait, c'est curieux, vous voyez, à ce niveau-là, de se dire que les personnes découvrent les conséquences de leurs actes aussi simples que cela. Et bon, voilà. Bon, c'est-à-dire que qu'est-ce que génère la méfiance? La méfiance, en l'occurrence, qui part d'un niveau d'exigence très élevé, va aboutir, au lieu d'aboutir à un travail et à un développement des gens, va aboutir à un travail qui n'est pas achevé, un peu médiocre, et en fait, au non-développement des gens. Alors, on pourrait, voilà, je pense que Oui. ça rejoint certaines choses qui m'ont été demandées. Tout à fait, oui, c'est On pourrait dire que la boucle est contre-productif. bouclée, on est dans un cercle vicieux, quoi, en quelque sorte. Et Hein. du coup, on a une réaction. Comment ce DG arrive à garder ses collaborateurs suffisamment motivés? Ben, c'est son problème. Hein. Donc là, je vous donne un élément des choses, mais évidemment que les gens vont faire leur vie indépendamment de ce qui se joue avec ils vont faire leur vie en ayant un contact minimal ou des négociations minimales avec leur DG. Et ils vont faire leur vie de leur côté, ils ont assez de travail avec leur propre business unit, etc., etc., ou leur propre codir et tout. Mais pour les consultants qui posaient une question par rapport à ça, et qui rencontrent des problèmes de ce genre, il faut être précis, vous voyez. Il faut regarder sur le concret parce que la personne va s'apercevoir des conséquences de son attitude de manque de confiance, qu'est-ce que ça génère et comment on rentre dans des cercles vicieux. Hein. Bon, alors, le DG n'est pas tellement toxique, ne croyez pas ça, c'est un DG qui a beaucoup de qualités. Mais, en fait, il coupe les jambes des gens alors qu'il voudrait que les gens gagnent le 100 mètres. Et bon, c'est difficile. Il est beaucoup dans le contrôle. Dans le contrôle et Dans le contrôle, hyper contrôlant. Hein. Alors, on peut aller un peu plus loin, Oui, peut-être. si on s'intéresse aux résultats maintenant, hein, donc la confiance comme base du fonctionnement d'une équipe. Il y a une pyramide qui t'est chère, Robert, et que tu vas... Oui, qu'on utilise beaucoup et qu'on a tout à fait. outillé avec bon, de la même manière que tout à l'heure avec le PDG dont j'ai parlé, en fait, on a travaillé après sur un accompagnement du dirigeant à partir d'un outil que l'on a mis au point, qui est le profil de leader. Et voyant son profil de leader, la correspondance entre ce qui est décrit dans son profil et qui est une source d'information, hein, mais que nous, on a vérifié scientifiquement au niveau statistique comme étant solide. Et puis, des éléments comme ceux que je vous ai rapportés, la concomitance des choses montre que le profil est très représentatif, donc permet de réfléchir à soi et tout. Et on a fait tout un travail pour que la personne change son attitude, au moins sur ces éléments-là. Hein. Alors, dans le cas d'équipe, on peut utiliser ces outils-là, hein, les profils de leader ou les profils de communication, les choses de ce genre, mais on utilise aussi d'équiper cette pyramide de telle sorte qu'on puisse faire des diagnostics anonymes
avec un comité de direction, par exemple, ou une équipe. Hein, c'est pas obligé que cette équipe soit de direction, mais une équipe donnée. Et en fait, les gens évaluent les différentes dimensions. Et la dimension de départ, c'est la confiance. C'est ça c'est l'infrastructure, en fait, de la cohésion, de l'efficacité d'équipe. C'est vraiment la structure de base sur laquelle repose tout le reste. Hein. Et si la confiance est au rendez-vous, évidemment, les gens se sentent à l'aise pour exprimer leurs pensées, leurs idées, leurs émotions, et éventuellement dire leur vulnérabilité, leurs faiblesses. Et évidemment que cette confiance qui est générée et qui se partage entre les gens va faciliter la gestion des désaccords. Et très souvent, les désaccords ne deviennent pas des conflits. Les désaccords se traitent comme des désaccords. On va établir des résolutions de problèmes ou des compromis négociés. Et c'est beaucoup plus facile. Parce que autrement, il va y avoir, s'il n'y a pas la confiance, vont apparaître tout de suite des éléments émotionnels qui, eux, transforment un désaccord en un conflit et qui font que en fait, ce qui se passe est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile à gérer, quelquefois impossible à gérer, parce que les gens ne veulent pas négocier entre eux. Ils sont en rapport d'animosité les uns par rapport aux autres, de blessures affectives. Et bon, la confiance change tout, ou l'absence de confiance, à l'inverse, rend tout beaucoup plus difficile. Et bon, et là, avec la confiance, au contraire, les gens vont se dire, bon, en fait, je peux faire confiance à celui qui est en désaccord avec moi, cherchons des solutions ensemble, et la prochaine fois, moi, je vais peut-être faire des concessions, mais je suis sûr que la prochaine fois, c'est mon collègue qui va faire des concessions à l'intérieur d'une équipe. Bon, pour l'engagement, ben, c'est toujours pareil, c'est s'il y a des relations de confiance, on est dans de la stabilité, et où est-ce qu'on a envie de s'engager? On a envie de s'engager dans des choses dont on est sûr. C'est-à-dire que lorsque les membres de l'équipe sont en confiance les uns avec les autres, à ce moment-là, ils peuvent s'engager volontairement dans les objectifs d'équipe, passer d'un rapport individuel à un rapport collectif. Or, dans une équipe, sur quoi on travaille? Sur l'efficacité collective de l'équipe, sur l'intelligence collective de l'équipe. C'est sur des choses de ce genre. On ne travaille pas sur l'aspect strictement individuel. On peut le faire si jamais il y a un problème, mais c'est l'essentiel quand même du focus est sur l'efficacité collective, et la confiance crée de la cohésion, crée aussi la possibilité pour les gens de se dire « je suis responsable moi-même des résultats collectifs, mais mes collègues sont responsables ». Donc, à la fois, on a le sens de la responsabilité, on se responsabilise, mais on va interroger nos collègues sur leur sens eux-mêmes de la responsabilité par rapport au collectif. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de beaucoup plus dynamique si on a la confiance. Autrement, très souvent, les gens n'osent pas, en fait, poser la question de la confiance qu'ils ont dans les autres ou interroger la confiance que les autres ont en eux. Ils se taisent. Hein, en fait, c'est diplomatique, en quelque sorte. Les gens parlent soit de la langue de bois, soit simplement vont cacher leurs émotions, leurs sentiments et tout ça. Et donc, s'il y a la confiance, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus facile de gérer les conflits, de s'engager, de se responsabiliser et tout ça, et d'aller vers toujours avec les éléments. La confiance génère du collectif, génère de la coopération, génère la collaboration entre les gens. Enlève les idées que, mais est-ce que je vais y perdre quelque chose? Est-ce que c'est à mon désavantage ce qui se joue? Est-ce que je vais sacrifier des éléments personnels finalement pour des chimères? Non, s'il y a la confiance, c'est beaucoup plus facile de se dire oui, je vais sacrifier des éléments personnels pour les résultats collectifs. Et on sait que les résultats collectifs ne sont pas l'addition des résultats individuels, parce que très souvent, l'optimisation d'un résultat individuel peut être au détriment d'autres résultats, d'autres activités du groupe ou d'autres résultats d'autres collègues du groupe. Hein. Alors, bon, tout ça, c'est... Alors, juste un exemple. On a encore le temps de donner un exemple là-dessus? On va sur le dernier exemple de ton codir qui était bloqué. Oui, là aussi, c'est une très grande entreprise organisée en business unit, une entreprise multinationale. Et en fait, moi, on m'a contacté pour améliorer la communication et le fonctionnement du comité de direction.
Et en fait, bon, ok, c'était la demande. Bon, ça rentre dans mes spécialités, donc c'est normal qu'on me demande ça. Mais quand je suis arrivé dans l'entreprise et que j'ai commencé à rencontrer les gens en fait, pour avoir véritablement le sentiment des choses, au-delà d'utiliser un outil comme celui dont j'ai parlé, un questionnaire de cohésion et d'efficacité d'équipe, ça c'était le premier point, mais aussi de discuter avec les gens, je me suis aperçu qu'en fait, et en menant le premier séminaire, il y avait une pesanteur organisationnelle très forte et une dimension politique qui dominait. C'est-à-dire que finalement, il y avait très peu d'échanges et des gens qui contrôlaient, qui s'auto-contrôlaient. Mm. C'était comme s'il y avait un gentleman agreement. Bon, je t'ennuie pas, tu m'ennuies pas. Hein, je te laisse tranquille, tu me laisses tranquille. Un pacte de non-agression. Un pacte de non-agression en quelque sorte, hein, c'est entre les directeurs, ce qui faisait que les réunions se passaient pas si mal, mais qu'il n'en sortait rien. Hein. Et donc, et les gens restaient centrés sur leurs résultats personnels, le résultat de leur business unit, par exemple, et non pas sur l'atteinte des résultats collectifs. Et en fait, la question, c'est de savoir, c'est comment on s'attaque à une situation de ce genre-là. Et moi, ma réponse, parce que c'est souvent mon angle de lecture, c'est de s'attaquer à ça, à la racine des relations. C'est-à-dire, comment on va améliorer les relations entre les gens? Comment on va faire qu'ils aient plus confiance, qu'ils se connaissent mieux les uns et les autres? Comment on va les mettre assez en confiance personnellement pour qu'ils puissent parler de leurs faiblesses? Et s'ils parlent de leurs faiblesses, à ce moment-là, ça veut dire qu'ils dissimulent beaucoup moins de choses, qui donnent les informations, y compris celles qui seraient à leur désavantage. Donc, on va être plus enclin à avoir confiance dans quelqu'un qui a beaucoup de qualités, mais qui en même temps a aussi l'humilité de parler des choses qui ne sont pas au top chez lui, hein, ou des difficultés qu'il peut avoir. Et à ce moment, on a commencé par un séminaire d'agilité comportementale et leadership là-dessus, avec le CODIR, 2 jours là-dessus, petit à petit, patiemment, en donnant les outils pour les gens d'analyser les situations, les relations, mais aussi en jouant sur la meilleure connaissance les uns des autres et sur ce qui peut constituer la confiance relationnelle entre les gens. Et à partir de là, ensuite, on est allé sur... il était possible de discuter plus avant sur, en fait, de faire un autre séminaire de comité de direction, mais à ce moment-là, sur la confiance et finalement sur la recherche d'un meilleur fonctionnement de l'équipe et d'une plus grande efficacité collective. Et en fait, c'était intéressant parce qu'il y a eu un effet de boule de neige, c'est-à-dire que tout d'un coup, la discussion est devenue beaucoup plus animée dans le CODIR. Les gens ont pris la parole, y compris en s'opposant, y compris en s'engueulant par rapport à des thèmes. Moi, j'ai vu ça de manière très positive parce qu'il ne pouvait pas y avoir de dispute auparavant. Et là, s'il y avait des désaccords et que ces désaccords soient vifs, moi, je l'ai vu ça comme un progrès d'expression authentique des gens et qui permettait de voir que leur engagement était beaucoup plus fort, leur engagement psychologique et émotionnel était beaucoup plus fort et on pouvait aller beaucoup plus loin, ce qui s'est passé exactement. C'est-à-dire qu'on a gagné en fluidité, on a gagné en authenticité, on a gagné en décontraction, et moins de langue de bois, plus de coopération, plus d'amélioration de l'efficacité du CODIR. Et puis après, ce qui va aller avec, parce que ces gens-là commandent à beaucoup de gens. Et ce qui serait important, c'est qu'ils répliquent en fait cet assouplissement et cette montée en efficacité, cette amélioration de la cohésion de leur CODIR au niveau du sommet de l'entreprise dans leurs propres unités où ils ont aussi des CODIR de gens extrêmement compétents, qualifiés, et qu'il faut qu'ils mettent en œuvre de manière la plus productive et féconde possible. Donc voilà un autre aspect sur une équipe plus large, un comité de direction, de ce qu'on peut faire à l'intérieur d'une organisation en travaillant avec l'agilité comportementale. Et là, nous,
bon, au moins chez Comme4Farm Institute, on utilise nos outils, c'est-à-dire Oui, les outils qu'on a constitués, profil de communication, profil des systèmes de valeurs, des principes directeurs, profil, en fait, diagnostic de la cohésion et l'efficacité d'équipe, profil de leader, parce qu'à un certain niveau, le profil de communication donne beaucoup d'informations, mais le profil de leader donne beaucoup plus d'informations encore pour les gens, pour qu'ils réfléchissent sur eux-mêmes et leur manière à la fois non seulement de coexister, d'être en relation avec les autres, mais de collaborer et de coopérer avec les autres. Pour ceux qui souhaiteraient avoir connaissance de nos outils, je vous invite à venir soit sur notre site internet, soit à regarder sur notre chaîne YouTube les replays de nos masterclass où nous avons parlé de Mais nos tu outils. sais, Nadège, on peut Oui, donner l'occasion aux gens de passer des bien profils, sûr, de bien passer un sûr. profil. Donc, ceux qui sont intéressés d'avoir leur propre profil, Allez, parlons du profil de base oui, profil de qui est quand même communication. d'où part chaque chose, c'est-à-dire le profil de communication. Et à ce moment-là, on traitera vos questions Oui. très volontiers, avec beaucoup de plaisir, et on vous donnera vos résultats. Tout à fait, avec plaisir. Si d'ailleurs vous voulez échanger avec nous pour parler de votre problématique, si vous souhaitez qu'on vous présente nos solutions, nos interventions, n'hésitez pas à appuyer sur cliquer ici en haut de votre écran en rouge. Ça vous donnera accès au calendrier de Robert et son équipe pour prendre des rendez-vous. Alors par contre, je ne pense pas que le lundi 11 soit bloqué, mais le lundi 11, on ne sera pas disponible parce qu'on sera sur Paris en atelier. Donc, il n'y a pas de prise de rendez-vous possible, mais je crois que l'agenda n'est pas bloqué. Donc, si vous pouvez ne pas prendre de rendez-vous le lundi prochain. Oui. Sinon, on est à votre, votre Il y a une service. remarque là, à laquelle je Oui, voudrais tout répondre à quand même, fait. Nadège. Je Oui, sais je qu'on vois, j'ai atteint, vu ça. On peut. on est à la fin de notre rencontre, Oui, mais quelqu'un dit si on optimise le collectif au détriment de l'individuel, bon, cette hypothèse-là déjà est fausse. Si on n'optimise pas le collectif au détriment de l'individuel. En général, quand on optimise le collectif, c'est en fait l'individuel va mieux s'exprimer. Regardez ce qui se passe dans une équipe de sport. Bon, moi, c'est toujours ma vision des choses, hein. Je repars toujours à ce qui est fondamental chez moi, ce qui apparaît dans le sport de compétition, parce que j'en ai fait beaucoup. Bon, quand une équipe est collective, tout le monde brille. Et pas au détriment des autres, au service des autres. Et on montre beaucoup, beaucoup plus de choses et on va recevoir la balle en bonne position pour marquer un but ou pour marquer un panier. Et bon, c'est toujours ça qui se passe, hein, c'est toujours ces choses-là qui se passent. Donc, se dire que la vision collective se fait au détriment de l'individuel, du personnel, en fait, c'est une hypothèse qui ne permet pas d'avancer. Parce que non seulement elle est pratiquement jamais vérifiée, à moins qu'on soit dans un système totalitaire, c'est autre chose, hein. Si on est dans un système totalitaire, la personne ne peut pas s'exprimer. Mais au contraire, si on n'est pas dans un système de grande autorité, c'est bon, en fait, ça va créer des conditions décuplées de s'exprimer individuellement et de montrer des choses qu'on ne montre pas. Vous savez, notamment, par exemple, je reviens au sport, dans les équipes de sport, on a des statistiques sur le nombre de buts que les gens marquent, sur les passes décisives, sur les choses de ce genre. Bon, maintenant, on a des statistiques sur les tacles réussis, le gain de balle et tout ça, c'est important. Mais très souvent, le travail de quelqu'un est indispensable à l'équipe, autre que le buteur, il est invisible. Or, c'est ça qui fait les équipes, les oui, grandes équipes. eh oui. C'est qu'il y a des gens qui font le travail invisible et qui permettent à l'équipe d'être équilibrée et à ceux qui sont capables de concrétiser, bon, d'être dans des bonnes conditions pour le faire. Bon, voilà. Donc, et ça, le thème est intéressant. Il faut y réfléchir. Oui. L'hypothèse de base, comme quoi il y a une contradiction entre les deux, bon, vous avez compris que je fais l'autre hypothèse. Oui, c'est pas forcément opposé, au contraire. C'est Mmh. pour le bien de l'individuel et de l'équipe. Ouais. Mais écoutez, on arrive à 50 minutes, donc on va, on va vous laisser reprendre
le cours j'imagine, de vos responsabilités, de votre travail. En tout cas, nous vous remercions de votre présence à tous. Nous vous invitons à prendre rendez-vous avec nous si vous le souhaitez pour partager sur vos problématiques et savoir avec le retour d'expérience de Robert et de ComProfiles comment nous pourrions vous y aider. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. Je vous ai mis le lien de la page LinkedIn de Robert afin que vous puissiez vous abonner à notre newsletter si ce n'est pas déjà fait. Chaque mois, nous mettons un article en lien avec notre webinaire, avec des informations complémentaires. Donc, je vous invite, si vous êtes intéressé, à vous y abonner, ou même vous recevrez automatiquement toutes les nouveautés. Merci à vous tous pour vos remerciements. Merci Robert, pour ton savoir, pour ta passion et tout ce que tu nous transmets au cours de ces différents webinaires. On vous souhaite une bonne fin d'année. Le prochain webinaire aura lieu normalement début février. On annoncera le thème prochainement. Merci à vous tous. Une belle fin d'année. Merci Robert à toi. Et on se dit à très vite. Ouais. Très bonne fête à tout le monde. Au revoir.